Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du CAPRES sur la participation des étudiants internationaux dans les travaux d'équipe. On a vu avec l'inscription des gens qu'il y avait vraiment un fort intérêt pour cette question, pour cette thématique. Bienvenue à tous ce matin, bienvenue aux participants, aussi aux panélistes et à l'animatrice du webinaire. Mon nom est Lucie Charbonneau, je suis coordonnatrice du CAPRES. Avant de débuter le webinaire, je vais vous faire un petit tour de ce qu'est le CAPRES rapidement et du type d'activités et d'informations que vous pouvez retrouver sur notre site web pour que vous puissiez bien le connaître si ce n'est pas déjà le cas. Donc, au CAPRES, pardon, on a deux objectifs, d'être une vitrine pour diffuser les connaissances et d'être aussi une interface pour mettre en réseau les différents acteurs. On travaille toujours dans une perspective qui est à la fois collégiale et universitaire. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans nos rédactions, dans nos activités, on intègre toujours l'enseignement supérieur collégial et universitaire. On travaille aussi en mode de mobilisation des connaissances, c'est-à-dire que pour nous, la connaissance vient à la fois de la pratique et de la recherche, et que c'est en mettant les deux ensemble qu'on arrive à vraiment avoir un portrait complet d'une question. Vous allez voir d'ailleurs aujourd'hui avec nos différentes panélistes et notre animatrice, vraiment on a pu aller chercher des expériences et des expertises qui étaient très variées pour pouvoir essayer d'avoir une idée complète du sujet. On travaille au CAPRES sur des thématiques principales qui sont l'accessibilité, la persévérance, la réussite. Mais en dessous de ces grandes thématiques-là, il y a évidemment plusieurs sous-thématiques qui sont liées aux caractéristiques de l'étudiant, au système en jeu de l'enseignement supérieur, aux mesures de soutien que vous avez dans vos établissements universitaires et collégiaux et au parcours d'études des étudiants et évidemment à l'enseignement et à l'apprentissage. On touche aussi à à différents acteurs. On va travailler avec les chercheurs, les gestionnaires, les enseignants. Notre public cible, c'est toujours principalement les professionnels, les conseillers et les intervenants dans les établissements, principalement parce qu'ils sont beaucoup des relayeurs auprès des enseignants ou auprès des étudiants selon les thématiques dont on parle. Par exemple, j'ai entendu beaucoup de conseillers pédagogiques me dire qu'ils avaient partagé notre webinaire d'aujourd'hui aux enseignants, aux équipes enseignantes. Je leur remercie d'ailleurs d'avoir fait connaître le webinaire. On a beaucoup d'enseignants inscrits pour le webinaire d'aujourd'hui. On fait chaque année 2 dossiers thématiques. En 2019, on a publié au CAPRES un dossier sur les étudiants internationaux. On travaille donc sur les étudiants internationaux depuis déjà plusieurs années, mais plus activement depuis 2019. On travaille aussi avec beaucoup d'intervenants, des gens de la recherche, des praticiens. Nadège, entre autres, de ECOBS, a travaillé beaucoup avec nous sur ce dossier-là. Pour le webinaire d'aujourd'hui, pour ceux qui viennent de se brancher, les autres, vous m'avez peut-être entendu dire quelques fois, mais c'est normal que vous n'ayez pas accès à votre micro et votre caméra. On avait plus de 200 inscrits aujourd'hui, donc ce n'est pas possible de donner l'accès à tout le monde. Par contre, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat public qui est situé en bas à gauche de votre écran. On va essayer d'y répondre autant que possible. Évidemment, vu le très grand nombre de participants, on va faire notre possible pour répondre aux questions. Ce ne sera peut-être pas possible de tout y répondre. Par contre, vous aurez l'option de nous écrire aussi après le webinaire pour nous poser vos questions. Donc, je poursuis en présentant notre animatrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, Nadège Vicky travaille au Centre d'études des conditions de vie, des besoins et de la population, qu'on entend aussi plus souvent sous le nom de ECOBS.
ECOB collabore avec le CAPRES depuis le tout début du dossier sur les étudiants internationaux. Nadège a rejoint l'équipe des COBS en novembre 2017. Elle est détentrice d'une maîtrise en philosophie, puis elle a complété son parcours avec un doctorat en sciences de l'éducation, où elle s'est questionnée sur la représentation sociale de l'école dans les peuples autochtones d'Afrique centrale. Elle s'intéresse aux questions relatives des inégalités à l'école et dans la société et aux groupes marginalisés, à la relation famille-école et à l'intégration scolaire. Par ailleurs, elle coordonne plusieurs projets de recherche à titre de directrice de recherche d'étudiants de maîtrise en sciences de l'éducation. Puis, dans le cadre du programme de coopération avec l'UQAC et l'Université d'État d'Haïti et l'École normale supérieure en Haïti. Comme elle connaît bien la question, puis qu'elle a fait des travaux avec ECOB sur les étudiants internationaux, et qu'elle est aussi ancienne étudiante internationale, elle nous paraissait toute désignée pour animer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, Nadège, je te passe la parole pour la suite. Merci Lucie et bonjour à tout le monde. Juste noter que le centre ECOB est rattaché au Cégep de Jonquière et mène des recherches en sciences sociales appliquées dans les domaines de la santé et de l'éducation. Pendant 2 ans, de 2017 à 2019, ECOB a réalisé une étude exploratoire afin d'identifier les besoins, les défis des étudiants internationaux dans les cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une région à faible densité ethno-culturelle. Des entrevues individuelles ont été menées auprès de 42 participants, dont 21 professionnels, c'est-à-dire les directions des études, les professionnels du recrutement, les professionnels de l'accueil, les enseignants, les aides pédagogiques individuelles et 21 étudiants internationaux qui provenaient de la France métropolitaine, de la France d'outre-mer et du continent africain. Nous avons également rencontré 48 étudiants internationaux en entrevue de groupe. Les résultats de cette étude ont mis en lumière plusieurs défis que rencontrent les étudiants internationaux. Parmi ces défis, il ressort que l'intégration dans les travaux d'équipe représente une difficulté importante pour les enseignants et peut parfois être source de frustration pour certains étudiants internationaux en raison des différences culturelles, de l'accent et même en raison de l'âge des étudiants. Les travaux d'équipe doivent être perçus comme des occasions d'échange, de partage, de rapprochement interculturel, permettant aux étudiants internationaux d'être en contact avec la culture québécoise, mais aussi un moyen pour les étudiants québécois de mieux connaître leurs pairs qui viennent d'ailleurs. La question qu'on se pose est celle de savoir comment faciliter la participation des étudiants internationaux dans les travaux d'équipe, mais également comment amener les étudiants québécois à intégrer leurs camarades internationaux dans les travaux d'équipe. C'est sur ces différentes questions et bien d'autres encore que nos panélistes d'aujourd'hui vont nous entretenir. À cet effet, je suis accompagnée de Chantal Asselin, chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski. Elle produit ses recherches sur les processus d'intégration socio-professionnelle et académique des personnes issues de l'immigration au sein des institutions et organisations québécoises, comme la chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi, la chaire de l'UNESCO en éducation sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire. Bonjour Chantal. Est également des nôtres Hélène Meunier, chargée de cours et formatrice à l'Université du Québec à Montréal. Elle poursuit actuellement des études doctorales en éducation, plus précisément en évaluation des apprentissages. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. Enfin, nous avons Karine Deshaies, maître d'enseignement à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Elle coordonne aussi le programme de l'année préparatoire dédié aux étudiants étrangers. Depuis 20 ans, elle consacre sa carrière au multiculturalisme. Bonjour, Karine. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Chantal. Bon,
Bonjour à tous. J'ai complètement oublié d'ouvrir le micro. Alors, bienvenue ce matin. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, de vous parler. Étant donné que nous avons seulement 10 minutes, je vais passer directement aux résultats de recherche de ma thèse qui a été déposée à l'UQAM, qui a été soutenue en mai 2014. Qui est encore contemporaine. Alors, je vais insister, si vous permettez, sur les principaux résultats qui nous intéressent ce matin pour participer autant avec les étudiants qui sont nés ici que les étudiants qui sont nés d'ailleurs, mais qui ont grandi ou qui viennent faire leurs études ici. Alors, souvent, on oublie, on pense, on est tous pareils, on pense toujours que chez nous, la manière qu'on a grandi, la manière qu'on a appris, c'est comme si c'est la manière, alors qu'il existe autant de manières d'apprendre que d'individus. Alors, grosso modo, voici les principaux résultats. J'ai fait ma thèse sur l'intégration des étudiants internationaux dans les universités francophones au Québec. Et elle portait essentiellement sur une université traditionnelle, ou si vous voulez, en face à face, et une université en ligne, la TELUC. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris 2 programmes de la maîtrise dans ces 2 universités, des programmes dans le milieu de la santé qui n'étaient pas identiques, mais quand même très similaires pour qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes. Et on a étudié l'intégration des étudiants dans le cadre d'un travail d'équipe, dans le cadre d'un cours de chacun des programmes étudiés. Et le cours était aussi, dans chacun des programmes, le cours était très similaire pour toujours comparer des pommes avec des pommes. Et dans le cadre de ces cours, les étudiants devaient travailler en équipe, autant en ligne ou à l'université en présentiel. Voici les principaux chocs éducationnels qui ont été soulignés par les étudiants internationaux que nous avons interrogés à l'époque, autant en ligne qu'en présence. Vous avez les 2 colonnes ici avec un X là, qui détermine ce qui a été souligné comme choc éducationnel. D'abord, les étudiants internationaux, autant en ligne qu'en présence, ont relevé la recherche documentaire exhaustive en ligne comme étant un choc, car souvent, dans la majorité des cas, les étudiants qui ont participé à la recherche nous ont dit qu'ils devaient plutôt se concentrer sur les documents que leurs enseignants, professeurs, chargés de cours, maîtres d'enseignement leur disaient de suivre, d'utiliser, pardon. Or, quand ils sont arrivés en contexte universitaire québécois, on leur a pas nécessairement donné de documents à consulter. On leur a dit, faites votre recherche à la bibliothèque en ligne, à la bibliothèque traditionnelle, sur Internet, Google Scholar, etc. et d'autres réseaux. Alors, pour eux, autant en présence qu'en ligne, ça a été vraiment un choc. Ils ne sont pas habitués de faire, les étudiants qu'on a rencontrés, de faire leur propre recherche. Aussi l'emploi du je dans certains textes argumentaires. Et on a regroupé l'autonomie. Comment l'autonomie est importante ici aux études supérieures, alors que dans plusieurs pays d'où les étudiants rencontrés étaient issus, l'autonomie n'était pas nécessairement une valeur ou un élément qui était encouragé, mais bien plutôt l'inverse.
où c'était plus la personne enseignante qui dirigeait de façon beaucoup plus ferme qu'ici. Ensuite, on a eu les normes de présentation académique. Tout ce qui est normes, que ce soit comment faire une table des matières, comment surtout citer les sources dans un texte et surtout, évidemment, même pour les étudiants québécois, on le sait, comment faire des références bibliographiques. Alors ça, c'est tout un casse-tête pour nos étudiants québécois, mais davantage pour nos étudiants internationaux, de connaître les normes de l'APA, par exemple. C'est un grand choc éducationnel. Ensuite, le fait de pouvoir négocier avec les enseignants. Ça s'est retrouvé autant en présence qu'en ligne. La négociation en ligne se faisait dans le cadre de forums, tandis que la négociation en présence se faisait avec les chargés de cours, les chargés d'encadrement ou les enseignants. La négociation est beaucoup plus permise ici qu'au sein de leur pays d'origine où ils ont fait leurs études précédemment. Par exemple, en présentiel, certaines questions adressées au professeur ou un étudiant québécois osait contredire un professeur, par exemple. Ça a consisté à de grands chocs. Ensuite, ce qui est important de noter ici, c'est la distinction entre les travaux en coopération et les travaux en collaboration. Dans la thèse, on a distingué les deux selon les auteurs, mon Dieu, pardonnez-moi, là, j'ai un blanc de mémoire, mais je pourrais retracer le nom des auteurs si vous voulez les savoir. La coopération, ça signifie, dans ce cas-ci, de faire un travail où chaque membre de l'équipe a une partie spécifique à faire. Ici, au Québec, c'est souvent comme ça qu'on travaille. Mais la collaboration, elle, ça signifie où chaque membre de l'équipe travaille sur toutes les parties de travail, d'un seul travail. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe où tout le monde se réunit et travaille sur toutes les parties ensemble. Les étudiants internationaux interrogés nous ont dit qu'ils ont fait des travaux en coopération lorsqu'ils travaillaient avec un Québécois ou une Québécoise, mais lorsqu'ils travaillaient avec d'autres étudiants internationaux, là, à ce moment-là, ils travaillaient plutôt en collaboration. Alors, j'insiste sur cette particularité-là qui m'apparaît vouloir amener une réflexion pertinente chez nous, chez nos étudiants québécois. D'ailleurs, je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, mais dans le socio-constructivisme, lorsqu'on parle de travailler en équipe, c'est le travail en collaboration qu'on propose et non pas en coopération. Alors, ça pourrait être l'objet d'un autre webinaire, par exemple. Et j'ai d'ailleurs souligné une autre particularité très importante. Voyez-vous, pour les étudiants qui étudiaient dans le cours du programme Investiguer en e-learning, encore une fois ici, ils mentionnent qu'ils faisaient les travaux en collaboration avec les pairs québécois et les pairs, les étudiants internationaux, que j'ai appelés les pairs allophones. Ce n'est pas toujours nécessairement synonyme, mais dans le cas de la thèse, ça convenait bien. Et ils allaient chercher aussi, les étudiants en ligne allaient chercher leur soutien cognitif et affectif auprès de leurs pairs québécois et allophones. Autrement dit, les étudiants qui étudiaient en ligne ne faisaient pas de distinction. Ils travaillaient toujours en collaboration, en ligne, autant avec les Québécois que leurs pairs étudiants internationaux. Et ils allaient chercher des suggestions, des conseils, des recommandations sur, par exemple, comment appliquer les normes de présentation, les normes méthodologiques du Québec ou
de l'Amérique du Nord, dépendamment là, comment on se situe, et allait chercher les soutiens socio-affectifs aussi auprès des pairs québécois et des étudiants internationaux. Tandis que si on descend dans les résultats qui suivent, on va voir que les étudiants en ligne allaient chercher le soutien cognitif et affectif auprès des pairs québécois. Et un peu plus bas, on a les soutiens cognitifs et affectifs, les deux types de soutien auprès des étudiants internationaux. Et plus bas encore, on a soutien cognitif des pairs québécois et les soutiens affectifs des étudiants internationaux. Ça, c'était dans le cas des étudiants en présentiel. Voyez-vous, en présentiel, on tend à distinguer à quel endroit on va aller chercher les soutiens. Tandis qu'en ligne, il n'y a pas de distinction. Que ce soit un soutien cognitif ou un soutien affectif, on s'adresse à n'importe qui, que ce soit un Québécois ou un étudiant international. Mais en présence, on a tendance à aller chercher de l'aide sur le plan cognitif, par exemple, sur les normes de citation, comment faire des références bibliographiques, comment faire une recherche scientifique exhaustive. On va demander ça à nos pairs québécois, tandis que les soutiens socio-affectifs, on va plutôt aller les chercher chez les étudiants, les autres étudiants internationaux. Alors, je ne sais pas combien de minutes il me reste, mais je voulais essentiellement insister sur ces distinctions. Voyez-vous, ici, j'ai préparé quelques petites notes que je pourrais vous transférer si cela vous intéresse. J'ai ici les facteurs clés de l'intégration socio-académique. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos étudiants à s'intégrer dans les universités? Mais j'ose penser que les facteurs clés dans les cégeps, dans les collèges, se ressemblent beaucoup. Par exemple, comment préparer et suivre un calendrier de travail? Ça, c'est quelque chose qui était relativement nouveau pour les étudiants, chez les étudiants internationaux rencontrés. C'est-à-dire que le professeur leur disait, telle date, vous allez déposer telle partie, telle date, telle partie, telle date, telle partie d'un rapport, par exemple. Tandis que chez nous, on va dire souvent, déposer le rapport pour le 22 mars 2020. Mais chaque opération du travail ou chaque section du travail, ce sont les étudiants qui doivent la planifier. Compter combien de temps, par exemple, telle section du travail va prendre, etc., etc. Alors ça, c'est travailler avec des calendriers de travail, c'était quelque chose de bien nouveau chez nos étudiants internationaux rencontrés. Ensuite, rassembler les ressources matérielles, les ressources technologiques, faire les recherches exhaustives, pertinentes. Ça aussi, c'était quelque chose qui devait faire partie de la planification, qui était relativement nouveau. Respecter aussi la répartition des tâches. Tout à l'heure, je vous parlais du travail en collaboration, mais il y a toujours une certaine partie du travail où on va dire, par exemple, la présentation finale du document, ça peut être une personne qui peut vérifier que toutes les références bibliographiques sont là, par exemple. Bon, ben là, à ce moment-là, ça, c'était autrement dit, ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment ou n'importe quand. Tout est planifié. On a tendance ici à davantage planifier. Toujours aussi conserver les traces de résolution de problèmes. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas habituel pour les étudiants interrogés, les étudiants internationaux. Faire des résumés de lecture, synthétiser les notes prises dans un cours,
synthétiser des réflexions prises pendant un cours. Ça aussi, c'est des méthodes de travail qu'on a déjà suggérées à certains enseignants universitaires d'ailleurs, parce que souvent, les étudiants internationaux qui étaient rencontrés n'étaient pas habitués parce qu'ils disaient « Notre professeur faisait lui-même la synthèse et oui, très bien, Nadège. Le professeur faisait lui-même la synthèse et nous devions nous référer à cette synthèse-là. Alors, ce sont des compétences à développer chez ces étudiants selon ces résultats. Merci beaucoup. Au plaisir. Si Chantal, ce que je retiens, c'est qu'il existe autant de manières d'apprendre que d'individus. Que les étudiants internationaux, quand ils arrivent avec une certaine représentation du monde, de l'apprentissage, de l'enseignement, même une certaine façon aussi de rentrer en contact avec les pairs québécois, ce qui ne rend pas forcément la tâche facile. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a aussi la question d'autonomie. L'autonomie qui est une valeur valorisée ici au Québec ne l'est pas forcément dans le pays d'origine de l'étudiant. Alors que l'autonomie, des travaux d'équipe, ça demande beaucoup d'autonomie à l'étudiant. Ce que je retiens également, c'est qu'on parle beaucoup plus de coopération entre étudiants internationaux et étudiants québécois et de collaboration entre étudiants internationaux et que les étudiants internationaux ont beaucoup plus de facilité à aller vers la ressemblance. Je vais passer la parole à Hélène Meunier. Merci Chantal. Bonjour. Dans le fond, la présentation que je vous propose, c'est de faire un retour sur les différents éléments dont Mme Asselin a parlé, entre autres le rôle plus particulier de l'enseignant, soit au cycle supérieur ou même aussi au primaire ou au secondaire, peu importe le niveau. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ma présentation « Encadrer le travail en équipe ». J'apporte à votre attention que depuis fort longtemps, je n'appelle plus les travaux d'équipe, mais le travail en équipe pour apporter la nuance dont Mme Asselin faisait part par rapport à la collaboration. Donc, ce n'est pas un travail où chacun fait sa partie comme dans un travail d'équipe, mais bien un travail en équipe. Dans ma présentation, j'avais aussi noté quelques petits éléments, juste pour rappeler rapidement, mais ce sera vraiment quelques instants. Pour moi, un groupe, et c'est souvent la présentation que j'en fais lorsque je donne des formations sur le travail en équipe, c'est vraiment un ensemble de personnes qui ont besoin les uns des autres. Donc, ça veut dire que je sois un étudiant québécois ou que je sois un étudiant international, ben, j'ai aussi besoin des autres personnes pour arriver justement au but qu'on s'est fixé, aux actions qu'on s'est fixées. Et pour moi, c'est vraiment important que tout le monde prenne conscience de ça. Et comme enseignant, je pense que c'est notre rôle aussi de le préciser. Je précise toujours aux étudiants, aux formateurs et tout ça, de l'importance lorsqu'on utilise le travail en équipe, de prendre le temps d'expliquer aux étudiants quelles sont nos attentes et quelle est l'intention pédagogique derrière ce fameux travail en équipe. À quoi ça sert? Alors, ici, une brève définition d'un travail d'une équipe, c'est vraiment un groupe de personnes interdépendantes et co-responsables interagissant afin d'accomplir une tâche commune et dans laquelle tout le monde s'implique. Il y a une répartition de tâches, une convergence des efforts. Mais bien sûr, tout cela repose sur l'autonomie du participant, comme nous le faisait ressortir Mme Asselin tantôt, et qui semble peut-être parfois problématique pour certains groupes. Le travail en équipe, c'est un moyen d'apprentissage. Je vous rappelais tantôt l'importance comme enseignant, qu'on soit dans un contexte collégial, universitaire ou peu importe, de rappeler que le travail en équipe, c'est un moyen d'apprentissage. Et que même si ce n'est pas un moyen d'apprentissage qui fait partie des objectifs d'apprentissage qu'on s'était fixés au départ comme enseignant, il faut prendre le temps de l'expliquer aux étudiants, quelle est notre intention et ça, pourquoi on choisit de mettre en place le travail en équipe dans lequel les étudiants vont pouvoir s'impliquer.
quand on est un enseignant, on aime souvent avoir un cadre sur lequel on peut reposer. Peut-on appeler ça une recette? Peut-on appeler ça des étapes à suivre? Ce processus-là est fort, il est important dans notre tâche d'enseignant. On aime ça avoir des repères sur lesquels on peut s'appuyer. Alors, je m'appuie essentiellement ici dans ma présentation sur des travaux de Jean Proulx, qui a travaillé, dans le fond, beaucoup produit de matériel sur le travail en équipe. Alors, je vous présente brièvement des conseils, des recommandations qui viennent à la fois de M. Proulx de par ses écrits, de ses recherches, mais aussi de ma pratique comme enseignante, comme conseillère pédagogique sur l'encadrement qu'on peut faire pour le travail en équipe et en intégrant à la fois, justement, peut-être facilitant l'intégration des étudiants internationaux, puisque ça semblait être problématique, comme nous l'a décrit Mme Asselin dans sa présentation précédemment. Alors, permettez-moi d'aller dans chacune de ces étapes. Le travail de préparation, pour moi, c'est essentiel. Alors, comme enseignant, j'ai précisé à mes étudiants que je voulais utiliser comme modalité d'apprentissage le travail en équipe ou pour justement les étudiants puissent produire un travail X. Alors, je crois que c'est notre rôle aussi comme enseignant de bien former les équipes. Bien entendu, tout au long de la session, comme enseignant, ce que je recommande, c'est de vraiment mettre en place différentes activités d'enseignement ou d'apprentissage dans lesquelles on pourra fournir aux étudiants la chance de travailler avec différents étudiants. Donc, ça peut être soit ici, comme on le suggère, ça peut être formé par les étudiants, mais ça pourrait être aussi tout bonnement dans une activité brise-glace, une activité où je demande à tous les étudiants qui ont un B dans leur nom de famille de se regrouper ensemble. Tous les étudiants dont la date de naissance finit par un 9 de se regrouper ensemble. Tous les étudiants qui ont du mois d'avril, bien sûr en ayant pris les informations préalables pour pas qu'on se retrouve avec une seule personne. Mais j'essaie de créer avec les étudiants différents groupes dans lesquels ils vont pouvoir intervenir, non pas dans le travail, je ne parle pas du travail final ici d'un produit, mais plutôt pour qu'ils apprennent à se connaître. Alors, à la question comment amener les membres des équipes à se connaître, cette modalité-là peut permettre justement aux étudiants de connaître de nouvelles personnes, de faire connaissance, de valider ou les différentes forces, les éléments aussi que ces personnes-là ont à leur actif. Alors, bien entendu, lorsqu'on a mis en place ces différentes activités d'intégration tout au long de notre session, lorsqu'arrive de mettre en place ce fameux travail en équipe qui deviendra probablement une modalité d'évaluation associée à un cours X, ben, il faut s'assurer que cette tâche-là, elle soit motivante, que dans le fond, on veut que les étudiants ils s'engagent, on fait appel à la créativité, on veut s'assurer qu'elle soit le plus authentique possible. On veut aussi que les consignes soient claires pour que tout le monde trouve bien sa place et qu'elles soient complexes. Et j'apporte à votre attention le dernier point où on dit on requiert une interdépendance entre les membres d'équipe. Donc, c'est un élément clé, je pense qu'il faut mettre dans nos consignes pour qu'on puisse justement s'assurer de cette intégration-là des étudiants internationaux pour qu'eux aussi se sentent partie prenante de ce travail en équipe. Un autre élément, c'est le fonctionnement de l'équipe. Bien entendu, lorsqu'on travaille en équipe, il faut s'assurer qu'il y a un climat de travail qui favorise et qui rejoigne justement ce qu'on disait précédemment dans les caractéristiques d'un travail en équipe. Et il faut donner le temps justement à ces personnes qui vont former cette équipe de travail, de définir des règles communes de fonctionnement, de distribuer des rôles. Il y a plusieurs rôles qui existent. Bon, Mme Asselin vous a parlé de la coopération, mais il y a plusieurs rôles aussi qui existent, par exemple, dans la gestion de projet où on peut associer justement les gens à différentes tâches. Et on peut leur demander, on devrait leur exiger, comme vous l'avez dit aussi, Mme Asselin, un échéancier, un plan de travail sur lequel les étudiants ils vont pouvoir se reposer et sur lesquels ça va pouvoir leur donner des points de repère et des références. Donc, le fonctionnement d'équipe, il faut prendre le temps comme enseignant de donner à nos étudiants, lorsqu'on aura précisé notre intention pédagogique, justement quelle sera la place de chacun là-dedans. Et ça vient sécuriser à la fois l'étudiant québécois, mais aussi l'étudiant international qui y trouve tous les éléments clés sur lesquels il va pouvoir se reposer.
On parlait dans la diapo précédente d'un contrat d'équipe. Dans plusieurs départements, dans plusieurs cours, dans plusieurs programmes, les enseignants font appel à un contrat d'équipe. Il faut savoir que c'est une modalité qu'on peut intégrer facilement dans le contrat qui va permettre justement d'avoir des points de repère sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Si on considère, si un étudiant considère qu'il n'a pas tout à fait sa place ou qu'on ne lui accorde pas le temps requis ou tout ça, bien, il va pouvoir se reposer. Donc, le contrat d'équipe, ça peut devenir aussi un plan cadre, un élément sur lequel les étudiants vont pouvoir s'appuyer pour réfléchir à leur rôle, les actions qu'ils en prennent, et il y a une structure et ça permet d'attacher à ça. Ce contrat d'équipe pour le travail en équipe, il a été démontré dans plusieurs recherches à la fois, des recherches-actions, des recherches un petit peu plus empiriques, que ça prend tout son sens lorsqu'il a été bien pensé et réfléchi. Ça veut donc dire que comme enseignant, je dois prendre le temps d'expliquer aux étudiants quelles sont mes attentes pour qu'ils s'y retrouvent et qu'ils puissent eux-mêmes décider des clauses qui sont dans ce fameux contrat d'équipe. Bien entendu, lorsqu'on met en place toutes les activités précédentes dont on parlait, le rôle de l'enseignant est important. Alors, si on veut faciliter justement l'intégration des étudiants, que ce soit des étudiants québécois, que ce soit des étudiants aussi qui sont en situation de handicap visible ou non visible, ou même des étudiants internationaux, comme tel est le sujet aujourd'hui, je crois que l'enseignant a un rôle clé. Il doit s'assurer d'observer les comportements et l'évolution du travail. Il doit encadrer le travail en équipe. Donc, il doit faciliter le travail en équipe. Comment? Peut-être rappeler de fournir des moments en salle de classe où il va pouvoir observer les interactions entre les différents intervenants, les différents participants du travail en équipe. Il va pouvoir questionner, peut-être rappeler aussi, motiver, créer justement, en tout cas, susciter la motivation et l'intérêt, et aussi s'assurer que dans le fond, de créer auprès des étudiants, qu'ils comprennent que ça l'intéresse, que la part de chacun dans le rôle de le travail en équipe, pour lui, c'est important. Donc, peut-être trouver des moments où il va pouvoir questionner les membres de l'équipe, intégrer dans sa gestion de classe, dans des séances, des moments où il va pouvoir suggérer des stratégies, clarifier des enjeux. Et peut-être qu'à ce moment-ci, ça lui permettra de détecter déjà le niveau d'intégration des étudiants, que ce soit, comme on le disait précédemment, à la fois des étudiants internationaux, mais aussi d'autres étudiants qui ne sont pas toujours à l'aise de travailler en équipe. Alors, je pense que le rôle de l'enseignant, comme je le disais en présentation, en introduction, c'est un rôle très important pour l'intégration des étudiants, pour le bon fonctionnement d'un travail en équipe, puisque c'est lui qui va, dans le fond, encadrer et soutenir l'évolution. Donc, c'est important comme enseignant, et je me répète, mais à tout moment, de trouver des façons de vérifier où est-ce qu'on en est avec le travail en équipe. Vous savez pertinemment, puis on le dit aussi beaucoup, on croit tous que le travail en équipe, c'est une compétence qui est acquise. Et qu'on soit au niveau collégial, qu'on soit au niveau universitaire, le travail en équipe, lorsqu'on met en place nos étudiants la première fois, ils sont comme un peu désorganisés. C'est pas quelque chose qui vient facilement, on pense que c'est acquis, mais ce n'est pas. Alors, je pense que c'est le rôle de l'enseignant pour favoriser l'intégration des étudiants. Comme l'a dit Mme Asselin, l'enseignant, ça devient le coach. C'est lui qui amène les étudiants justement à réaliser, à produire un travail de qualité qui va être le plus près possible des attentes et des exigences de l'enseignant. Alors, il a comme un double rôle à la fois de coach, mais aussi de guide pour accompagner justement ses étudiants dans la production de ce fameux travail en équipe. Alors, bien entendu, et je pense que Mme Deshaies nous en parlera davantage tantôt, mais c'est le rôle de l'apprenant aussi sur lequel il faut mettre clair. Quelles sont nos attentes? Quelles sont les attitudes qu'il faut avoir? Quelles sont les attitudes par rapport à la communication? Qu'est-ce qui est attendu de ça? Il faut donc adopter des comportements responsables et s'engager dans la tâche. Mais je laisserai Mme Deshaies nous en parler davantage dans sa présentation qui suit. Donc, toute l'importance que l'enseignant doit accorder à ce rôle de l'apprenant. Finalement, en synthèse, par rapport au travail en équipe, ben, je pense que c'est vraiment important comme enseignant, à différents moments,
Il faut justement accompagner les étudiants dans ces différentes étapes. Il faut les aider à former les équipes en mettant en place différentes activités d'enseignement ou d'apprentissage avec lesquelles ils travailleront avec d'autres étudiants, pas nécessairement ceux pour le travail final. Il faudra être précis et clair dans nos tâches, dans les tâches qui sont données. Quelles sont nos attentes par rapport à la participation et à la collaboration? Il faudra qu'il y ait des règles de fonctionnement, il faudra que ça soit clair, qu'est-ce que ça, peut-être s'appuyer sur un contrat. Il faut amener les étudiants à s'engager dans la tâche en leur offrant des périodes où on pourra les questionner, les valider, vérifier avec eux. Et on pourra aussi leur demander à différents moments de nous rendre compte de leur avancement. Donc, pas nécessairement attendre à la fin de la session, mais peut-être attendre en mi-session, vérifier où ils sont rendus, questionner, contrôler, leur demander de communiquer où est-ce qu'ils en sont avec ça. Alors, ces différentes étapes-là, ben, elles viennent encore une fois soutenir le travail d'un enseignant et elles sont essentielles pour bien encadrer le travail en équipe. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que tu as mis comme un point sur le travail en équipe au lieu de parler de travaux d'équipe. Le travail en équipe suppose qu'on a besoin des uns et des autres. Il y a l'idée de tâches communes à réaliser entre étudiants. Ce que je retiens également, c'est que l'enseignant doit prendre le temps d'expliquer aux étudiants l'intention derrière le travail en équipe et que l'enseignant joue un rôle important dans la participation et l'intégration des étudiants internationaux, mais également des étudiants québécois. Merci beaucoup. Je passe la parole à Karine Deshaies. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de partager avec vous davantage ma pratique, finalement, les différents outils que j'utilise dans mon cours pour favoriser l'intégration des étudiants internationaux, favoriser tout simplement le travail en équipe. Alors, tout d'abord, je n'ai pas accès à mon PowerPoint. Je ne sais pas si, Lucie, tu peux mettre mon PowerPoint. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire aussi que je partage vraiment la vision qui a été mentionnée jusqu'à maintenant par Nadège, Chantal et Hélène, que les travaux en équipe sont une opportunité d'intégration pour les étudiants internationaux, mais aussi une opportunité de sensibilisation interculturelle et de développement de compétences, et que à chaque fois que j'ai un travail en équipe dans un contexte multiculturel, pour moi, il est important de profiter de cette opportunité-là pour sensibiliser les étudiants et leur offrir la possibilité de développer ces compétences. Maintenant, Hélène l'a très bien dit, l'enseignant il a un rôle clé à jouer dans la mise en place des travaux en équipe, et il est important notamment d'instaurer un climat de confiance au sein des équipes et de favoriser l'adaptation de chacun de ses membres. Alors pour moi, la première chose que je tente de faire et de mettre en place pour clarifier mes attentes lors de travaux en équipe dans un contexte multiculturel, c'est de mettre l'emphase que quand on travaille en équipe dans un contexte multiethnique ou multiculturel, ça va nécessiter une adaptation de chacun des membres de l'équipe, une adaptation supplémentaire. Il va falloir que chacun puisse faire un effort conscient et développe finalement des stratégies concrètes pour pouvoir faire face aux obstacles qui vont se présenter. Il va falloir vraiment un engagement important de leur part. Il y a plusieurs façons il n'y a pas une réponse finalement aux obstacles qui vont se présenter. Chacun va pouvoir apporter sa propre réponse, et cette réponse-là, elle va dépendre aussi de la confiance et de la maîtrise de soi que l'étudiant possède déjà. Donc, il va avoir une grande variété de réponses, ce qui va nécessiter une certaine forme de flexibilité et une ouverture au changement de la part de tous les membres de l'équipe. Donc, pour moi, je commence toujours mon cours en vraiment mettant la table en disant que le travail en équipe dans un contexte multiculturel, c'est un contexte particulier et ça demande une grande adaptation de la part de chacun. La deuxième chose que je tente de faire et que je n'ai jamais pris pour acquis dans un contexte multiculturel, c'est de favoriser la prise de conscience des différentes sensibilités qu'il y a autour de la table. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que la majorité des étudiants internationaux, même des étudiants québécois, tendent à minimiser l'impact finalement des différences culturelles au sein des équipes. On reconnaît qu'il existe des différences, mais on ne se rend pas forcément compte de l'importance de ces différences et de l'impact qu'ils vont avoir sur le déroulement du travail en équipe.
Donc pour moi, sensibiliser les étudiants aux différences culturelles, c'est une façon de débuter le cours. Donc un des outils que j'utilise et qui est très connu sur ce point-là, c'est le jeu du Banga. Alors l'idée, c'est de simuler un choc culturel à travers un jeu de cartes. Alors si vous allez sur Internet, c'est très facile à trouver les directives pour ce jeu. Ce que j'apprécie particulièrement de ce jeu, c'est l'opportunité de débriefing oh, est-ce qu'il y a un problème technique? Oui, je sais que j'ai un petit problème, je ne sais pas pourquoi avec ma connexion Internet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va maintenant. Merci beaucoup. Désolée. Alors, je pense qu'il y a une petite sensibilité avec ma connexion. C'est revenu, parfait. Alors, ce que je disais, c'est que ce que j'apprécie de ce jeu, et que je fais généralement en tout début de session, c'est qu'il nous donne l'opportunité de débriefer avec les étudiants sur la façon dont ils ont réagi eux-mêmes au jeu, les différentes réactions qu'ils ont pu observer. Et finalement, ça leur donne aussi une opportunité de mettre l'emphase sur les différentes soft skills qu'il va falloir mettre en place pour que le jeu, pour que finalement le travail se déroule bien. C'est une opportunité de montrer les différents styles de communication qui existent, les problématiques au niveau de la gestion de conflits qui risquent d'arriver, et aussi le fait qu'ils peuvent facilement trouver des résolutions, enfin des solutions aux problèmes qu'ils vont pouvoir rencontrer avec un peu de créativité. Donc c'est une des façons pour moi de les sensibiliser sur le fait que chacun voit finalement le monde différemment et que ça va avoir un impact important sur leur travail d'équipe. Une autre chose que Hélène a souligné, c'est l'importance d'instaurer un climat de confiance au sein de l'équipe. La difficulté dans un contexte multiculturel, c'est que la manière dont on établit la confiance ne se fait pas de la même façon selon nos biais culturels. Alors, une des choses que j'essaye de faire, c'est d'instaurer une conversation autour de ce sujet-là, sur comment s'instaure la confiance pour eux, comment elle se bâtit. Et on remarque qu'il y a finalement si on prend les extrêmes, il y a deux façons finalement pour les gens de faire confiance à une personne. C'est soit la personne respecte ses engagements, ses échéanciers, fait bien son travail, et là, à partir de là, je vais pouvoir établir une relation de confiance finalement avec toi et accepter de travailler avec toi. Ou pour d'autres, culturellement, finalement, c'est d'abord de l'apprendre à bien le connaître plus personnellement, savoir ce qu'il aime, ses goûts, connaître son milieu, d'où il vient, pour ensuite établir une confiance, et à partir de là, je vais m'engager dans le travail en équipe. Alors, dans un contexte multiculturel, c'est important, je pense, de faire prendre conscience qu'il existe plusieurs manières d'établir la confiance, et ce qui peut expliquer les différences de comportement qui existent au sein d'un groupe. Alors pour ma part, ce que je préfère faire finalement, au lieu de parler d'instauration de confiance, c'est d'instaurer un climat de soutien. Parce que dans un contexte interculturel, le fait de clarifier ce que c'est qu'un climat de soutien, ça permet à chacun de bien comprendre ce qu'on peut attendre dans un travail d'équipe. Donc, vous avez ici finalement ce que veut dire un climat de soutien. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu de juger l'autre, on décrit davantage, on est dans la description des comportements, on essaie de résoudre les problèmes ensemble plutôt que d'imposer sa propre solution. On réagit de façon honnête et spontanée plutôt d'essayer de manipuler l'autre dans notre objectif personnel. On essaie d'avoir de l'empathie plutôt que de faire preuve d'une certaine différence face aux difficultés que l'autre peut rencontrer dans le travail en équipe. On essaye de se montrer égal, ce qui est une valeur très québécoise. On va revenir aussi sur ce sujet-là plus tard. Et puis, on essaye, dans le meilleur possible, de faire preuve un peu de souplesse d'esprit. Donc, c'est une acétate que j'utilise régulièrement dans mes cours pour bien instaurer mes attentes par rapport à ce que, pour moi, il est nécessaire d'établir au sein de l'équipe. Ensuite, une autre activité que je peux utiliser régulièrement dans mes cours, c'est un exercice qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle la fenêtre de Johari. L'objectif de la fenêtre de Johari, c'est également de développer, Hélène en a parlé, une dynamique d'équipe qui repose sur le fait que chacun a des compétences, chacun a des atouts à apporter au sein de l'équipe. Et il est important que l'étudiant prenne conscience de ses propres forces, de ses propres atouts, de son propre apport au sein de l'équipe. Et dans un contexte multiculturel, c'est important de reconnaître les différents apports qu'il peut y avoir au sein d'une équipe qui vont varier énormément.
d'un individu à l'autre. Alors, la fenêtre de Johari, c'est un exercice qui est assez connu, et l'objectif, finalement, c'est que on prenne conscience de on fait finalement la liste de nos forces, et on regarde si les autres ont reconnu ces forces-là au cours des premières semaines, et ça permet de renforcer finalement une zone d'ouverture au sein de l'équipe, mais aussi de développer la confiance en soi des individus, de chaque membre de l'équipe, pour montrer que chacun peut apporter finalement sa pierre au travail. Donc c'est un exercice qui peut être intéressant dans ce sens-là. Une autre chose que Hélène a mentionnée, c'est l'importance de fixer des règles d'équipe ou même d'établir un contrat d'équipe. Là encore, la difficulté dans un contexte multiculturel, c'est que les besoins de chacun des étudiants autour de la table vont varier énormément pour s'assurer du bon fonctionnement d'une équipe. Alors, une des conversations que j'essaie d'instaurer aussi en début de cours pour fixer des règles d'équipe, c'est de lieu d'établir finalement des règles qui sont assez classiques, comme l'importance d'arriver à l'heure aux réunions, l'importance d'arriver prêt aux activités, ce qui reste des règles extrêmement floues et qui sont très sujets à interprétation. Je demande aux étudiants de partir de leurs besoins réciproques, de quoi ils ont besoin, eux, pour bien travailler avec une personne, et d'en discuter ouvertement au sein de l'équipe, et tout en prenant en considération qu'il peut y avoir plusieurs définitions au même mot, comme par exemple, si je demande à mes coéquipiers, ou c'est important pour moi que mes coéquipiers soient ponctuels, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement la ponctualité pour moi? Quelles sont mes attentes? Et m'assurer que mes coéquipiers ont finalement les mêmes attentes que moi, ou la même compréhension de ce que c'est que la ponctualité. Donc, il faut pousser la conversation peut-être un petit peu plus loin. Un autre exemple, c'est j'avais une étudiante qui avait l'habitude de dire dans mon équipe, moi j'ai besoin que la communication soit bonne et bien établie au sein de l'équipe. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement d'avoir une bonne communication au sein de l'équipe? Donc, ce sont finalement des conversations qu'il est important d'avoir pour que chacun puisse partir sur les mêmes bases, parce que sinon les règles qui sont fixées ne sont pas interprétées de la même façon par les différentes personnes qui sont autour de la table. Une des règles dont je parlais tout de suite, c'était l'importance de la communication, qui est un facteur clé dans un travail en équipe, comme Hélène nous l'a très bien dit. C'est peut-être aussi, si on a l'opportunité, de faire prendre conscience aux étudiants qu'il y a différentes façons de communiquer, et que chacun a son propre style. Souvent, par exemple, si on prend l'exemple dans un contexte multiculturel, certaines personnes vont avoir finalement la communication directe, par exemple, qu'on utilise au Québec, qui est une des modes de communication les plus répandus ici. Pour quelqu'un qui a un style indirect, ça peut être extrêmement difficile de changer son style de communication. Alors, si les étudiants ne sont pas conscients qu'il existe plusieurs façons de communiquer, et qu'on prend pour acquis que quelqu'un qui communique de façon indirecte n'est jamais clair, tout de suite, on crée une barrière entre les personnes. Donc, avoir une connaissance des différents styles de communication, sensibiliser les étudiants au fait qu'il existe plusieurs façons de communiquer, peut déjà être aussi une façon de leur ouvrir sur les difficultés qui peuvent se présenter. Un outil que j'utilise beaucoup pour désamorcer les conflits, et que j'enseigne systématiquement, c'est la communication, les principes de la communication non violente, qui pour moi ce sont des principes qui sont universels. Et c'est pour ça qu'il est important c'est cet outil en fait intéressant dans un tel contexte, parce que souvent ça permet vraiment aux personnes d'avoir la même notion de ce que c'est le respect, de ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, quels sont les tabous, parce que là dans la communication non violente, on parle avant tout au jeu, et on est d'avant tout sur les faits, et on n'est pas en train d'essayer de les interpréter. Donc c'est un outil important pour moi dans un contexte multiculturel. Je pense aussi, Hélène l'a mentionné, moi j'essaie d'enseigner aux étudiants aussi comment on donne un feedback constructif, donc ça va un peu dans le même sens de la communication non violente. Je crois beaucoup aux évaluations des pairs formatives tout au long de la session, et j'encourage mes étudiants à se donner des évaluations formatives oralement, face à face, mais en utilisant le feedback constructif, afin que chacun puisse comprendre les difficultés qu'il engendre au sein de l'équipe, la bonne participation aussi qu'il a, comment sa participation
est vu, comment ses attitudes sont perçues au sein de l'équipe au fur et à mesure pour donner l'opportunité aux étudiants de se corriger et donc d'apprendre. Et puis, je pense que c'est important aussi pour nous, comme enseignants, de prêcher par l'exemple en termes de communication. C'est très compliqué dans un contexte multiculturel de demander à nos étudiants de faire preuve d'ouverture d'esprit, de communication non violente, si ce ne sont pas des principes que nous-mêmes, comme enseignants, on transmet. Le dernier outil que je voulais, un des derniers exercices qu'il est important aussi pour moi de travailler en salle de classe, c'est de sensibiliser un petit peu plus loin. Puis là, c'est vraiment, si on veut aller un peu plus loin dans cette démarche, c'est de sensibiliser aux différences de valeurs. Un des exercices que je leur fais faire aussi rapidement en équipe, c'est de distribuer finalement 5 cartes à chaque étudiant au sein de la classe sur lesquelles figurent certaines affirmations qui concernent le travail en équipe. Par exemple, l'importance d'avoir un leader au sein de l'équipe, d'un meneur au sein de l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose auquel j'adhère? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je ne crois pas? Donc, je distribue toutes sortes d'affirmations qui couvrent un petit peu les différentes visions qu'on peut avoir d'un travail en équipe, des visions par rapport à la hiérarchie, par rapport à ce que c'est que l'individualisme. Donc, on parlait tout à l'heure de collaboration versus de coopération. Donc, différentes phrases comme celle-ci. Et je demande à l'étudiant, finalement, d'essayer de les échanger avec d'autres personnes au sein de la classe pour ne garder que les cartes, en tout cas, qui lui parlent davantage. Ensuite, l'étudiant retourne au sein de son équipe. Et là encore, on instaure une conversation autour de ce sujet-là pour finalement voir au sein de l'équipe quelles vont être les valeurs communes sur lesquelles on va pouvoir travailler et quelles vont être finalement les valeurs qui vont diverger et comment on va pouvoir les dépasser en faisant preuve d'ouverture et quel genre de règles, quel genre de principes on peut instaurer au sein de l'équipe pour bien réussir à travailler ensemble. Donc, c'est un petit peu les différents outils. Il y en aurait aussi d'autres, mais j'avais juste 10 minutes pour vous présenter certains aspects. Donc, il y a plusieurs manières de faire, mais moi, le message qui est très important pour moi, c'est que c'est finalement dans chaque travail en équipe, dans un contexte où il y a plusieurs étudiants de différentes origines, on a vraiment une opportunité comme enseignant de travailler sur des compétences qui vont être essentielles sur le marché du travail plus tard, et qui sont essentielles aussi dans la vie de tous les jours. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, bien encadrer le travail en équipe et donner l'opportunité d'avoir des conversations sur la diversité culturelle, je pense que c'est quelque chose d'essentiel en tant qu'enseignant. Voilà, Nadège. Merci Karim. Ce qu'on retient, c'est que le travail en équipe demande une adaptation de la part des étudiants internationaux, adaptation de la part des étudiants québécois. Pour ce faire, il faut sensibiliser les étudiants aux différences culturelles, différences au niveau des valeurs. Il faut instaurer un climat de confiance, créer un climat de soutien. En fait, il faut résoudre les problèmes, apprendre à résoudre les problèmes au lieu d'imposer nos idées à l'ensemble de l'équipe. Il faut faire preuve d'une certaine souplesse d'esprit, d'idées. Il faut également reconnaître les différents apports de chaque membre au sein de l'équipe, savoir fixer des règles, établir des règles de communication. Je vous remercie tous. Là, nous allons passer à la période des questions. Et j'avais comme une question pour commencer qui s'adresse à l'ensemble des panélistes. Donc, vous allez prendre la parole comme bon vous semble. Voilà ce que dit un participant. Notre programme est par compétence. Les étudiants et les étudiants travaillent souvent en petits groupes. On essaie de diversifier les groupes. Mais les deux étudiants d'origine internationale parlent souvent peu et s'assoient souvent ensemble. Comment amener ces étudiants-là à participer? Comment les intégrer au sein d'une équipe? Puisqu'ils ont tous ces étudiants ont toujours tendance à se mettre ensemble, à parler peu. Voilà, la question vous est lancée. Moi, personnellement,
j'ai aussi ce cas de figure dans certains de mes cours. J'ai tendance à imposer mes équipes. Alors, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients par rapport au choix qu'on peut faire pédagogiquement à laisser les étudiants choisir avec qui ils travaillent ou imposer leurs collaborateurs. Moi, j'essaie de les mettre dans la réalité du marché du travail. Je pense qu'une de mes fonctions, c'est de les préparer à la réalité de ce qu'ils vont vivre à l'extérieur de la salle de classe. Et la réalité, c'est qu'ils ne vont pas toujours travailler avec des gens qui ont la même provenance ethnique qu'eux. Et donc, je force le mélange. Donc, ça, c'est une des premières choses que je fais. Je prends le risque de le faire. C'est un peu difficile, je pense, pour les étudiants en tout début, surtout si on n'instaure pas si on gère pas le travail en équipe, mais quand on l'encadre bien et qu'on donne l'opportunité aux étudiants, comme je l'ai mentionné avec les différents exercices, d'avoir certains sujets de discussion sur les différences culturelles, ça se passe relativement bien et au fur et à mesure, l'étudiant peut apporter sa contribution. Ce qui est important, c'est peut-être de sensibiliser les autres pour montrer que la contribution peut avoir différentes formes et que peut-être l'étudiant qui n'a pas le même bagage, qui n'arrive pas avec le même bagage, sa contribution va être un peu différente, mais elle peut prendre différentes formes et il faut que chacun des membres de l'équipe puisse reconnaître qu'il existe différentes façons de contribuer au sein d'une équipe. Moi, j'encourage beaucoup l'étudiant à essayer de trouver de quelle façon, lui, il pense pouvoir contribuer à cette équipe. Une autre intervention, Chantal, Hélène, autre chose à ajouter? Mais qu'est-ce qui arrive lorsque l'étudiant lui-même s'exclut automatiquement, qu'il ne veut rien savoir du travail d'équipe? Parce que comme je l'ai dit dans l'introduction, le travail d'équipe, ça peut être une source de frustration. Un étudiant qui sent que l'ambiance, le climat de classe n'est pas favorable, il ne se sent pas bien, et lorsqu'on parle de se mettre en équipe, il s'exclut automatiquement, il va voir l'enseignant pour lui dire que, ben, écoutez, moi, ça me plairait de travailler tout seul. Comment l'enseignant peut gérer une telle situation? Ben, pour ma part, je pense que dans le travail d'encadrement de l'enseignant, je pense qu'une des consignes que je recommande souvent aux enseignants dont on me parlait un peu de cette problématique, c'était d'avoir dans les critères d'évaluation, d'exiger que ce soit un travail qui soit fait en équipe. C'est sûr que ça vient comme créer, comme vous le disiez précédemment, de la frustration peut-être parce que je suis obligée de travailler avec d'autres personnes. Néanmoins, ça fait on n'a comme pas, comme enseignant, à négocier ça, ça devient un travail. Et comme on veut s'assurer aussi d'équité, ben, les critères d'évaluation, ils vont pas changer. Donc, mes exigences, si c'est, par exemple, si je veux pas imposer, mais mes exigences seront les mêmes pour le travail individuel que le travail en équipe. Alors, déjà, en mettant ça en place, ça oblige d'une certaine manière l'étudiant qui veut faire le travail individuellement à assumer, en tout cas, à assumer cette responsabilité-là. Dans le fond, il devient comme, c'est lui qui est responsable de ça. Et d'ailleurs, ça faisait partie des différents éléments dont on a parlé aujourd'hui. C'était la responsabilité, cette responsabilité-là qu'on confie à l'étudiant par rapport à son rôle, par rapport à ça. Donc ça, c'est, exemple, un conseil que je pourrais donner par rapport à l'intégration des étudiants par rapport à Pardon. Pour ma part, si je puis m'exprimer, je sais que, puis je lis et je réponds à certains sur le chat, là, et à venir jusqu'à date, comme chargée de cours, j'impose le travail en équipe. Par contre, je ne m'implique pas pour dire toi, tu travailles avec telle personne, toi, tu travailles avec telle personne, mais j'explique que l'apprentissage est optimal lorsque les équipes sont hétérogènes et surtout, j'insiste sur le fait qu'en milieu de travail, on ne travaille pas avec nos amis, on ne travaille pas avec qui on veut, mais on travaille avec qui on peut. Ça ne change pas toujours le fait que les étudiants, du moins au premier cycle, vont rester toujours avec leurs amis.
Mais il n'est pas dit qu'à un moment donné, je ne changerai pas cette pratique-là. Sauf que, pour être honnête, les chargés de cours en général et même les professeurs n'ont pas cette habitude de s'impliquer dans la gestion des équipes. Tout le monde s'entend pour imposer le travail d'équipe, mais pas pour se mêler, pour toutes sortes de raisons, que ce soit au niveau de l'évaluation à la fin de la session ou d'autres raisons. Par contre, on parle beaucoup d'anxiété dans nos sociétés, chez nos étudiants universitaires, mais le fait de leur montrer, je pense, ce n'est que mon opinion personnelle comme individu, que la vie en milieu de travail, c'est très anxiogène aussi, puis qu'il n'y a personne, je vais m'inspirer de l'actualité, si je prends Laurent Duvernay qui vient de gagner, voyons, au football, c'est impossible que ce gars-là soit arrivé à ces résultats-là sans avoir vécu de l'anxiété. Quand on veut se dépasser, quand on veut performer, quand on veut réaliser un but, un objectif dont on rêve, oui, il y a des moments difficiles dans la vie. Ça ne se peut pas qu'on fasse notre parcours universitaire comme un petit oiseau là, qui vole d'arbre en arbre. C'est impossible. La vie n'est pas faite comme ça. Donc, je pense que c'est que l'université, l'organisation universitaire, pas seulement les enseignants, mais je pense que c'est une responsabilité sociale et aussi académique des universités de sensibiliser les étudiants et tous les personnels universitaires à la réalité de travail d'équipe ou en équipe, que ce soit entre Québécois ou que ce soit en équipe hétérogène, parce que la vie est faite comme ça une fois qu'on arrive sur le marché du travail. Alors, voilà mon opinion sur la question. OK. Dans le cas d'un travail d'équipe qui est imposé, parce que certains ont dit qu'eux, ils préfèrent imposer les équipes de travail, il y a un participant qui demande, est-ce mieux de s'assurer d'avoir plus d'une personne internationale par équipe? En fait, comment encourager la mixité dans le travail en équipe? Lorsque on impose une équipe, comment ça se passe? Est-ce qu'on prend un étudiant international ou bien on s'assure que c'est une équipe de 5 personnes, qu'il y ait au moins 2 étudiants internationaux? Écoutez, si je peux me permettre une autre fois, si pour ma part, je ne veux pas dire un étudiant international par équipe parce que j'ai l'impression de faire du nous et du eux. J'ai l'impression d'insister sur des préjugés ou des stéréotypes. Maintenant, aussi, j'ai parfois des classes où je vais avoir un étudiant international puis 29 étudiants québécois. Par contre, j'ai vu d'autres classes où c'était 50-50. Il y a tout ça aussi là, qu'il faut prendre en compte. Mais c'est certain que si je vois, comme j'ai vu lorsque j'ai fait ma thèse, il y avait 5 étudiants internationaux dans une des classes, bien, les 5 ont travaillé ensemble. Et ils ont eu énormément de difficultés parce que dans le travail qu'ils avaient à faire, ils devaient contacter des dirigeants d'un hôpital pour aller demander de faire une intervention dans un hôpital. Je vous ai dit que c'était dans les soins de santé. Or, dans cette équipe de 5 personnes, il y avait des gens du Mali, des gens d'Haïti, des gens de Colombie en Amérique du Sud. Et pour toutes ces personnes-là, téléphoner à des dirigeants, à des supérieurs hiérarchiques, ça ne se faisait pas. Parce que dans leur pays, on ne dérange pas les gens qui sont à la direction. Ça ne se fait pas. Alors, à ce moment-là, je me souviens, j'ai contacté le chargé de cours qui était d'origine québécoise et j'ai jasé avec lui et les étudiants étaient avec moi, les étudiants internationaux, pour lui faire prendre conscience, ce n'était pas de sa faute, il ne savait pas que pour ces étudiants-là, ça ne se faisait pas d'appeler, pardon,
Alors, on a demandé à une étudiante québécoise qu'on savait, on se doutait qu'elle acceptait, et elle a aidé, elle a coaché les étudiants internationaux pour qu'ils osent téléphoner. Elle les a soutenus, elle les a encadrés pour qu'elle puisse les encourager à tenter de rejoindre les dirigeants de l'hôpital en question à Québec. Ok. Merci Chantal. Je pense que j'avais une question pour toi. Dans ta présentation, tu disais que les étudiants, par exemple, il faudra tout leur apprendre, comment aller chercher un livre à la bibliothèque, par exemple. Il y a une question. Comment les bibliothécaires peuvent soutenir les étudiants internationaux? Vous savez, moi, quand j'étais au secondaire, il y a de cela quelques années, on apprenait la classification Dewey. 0, 0, 0, ouvrages généraux, 100 la philosophie, 200 la religion, 300 les classes sociales, 400 le langage, 500 les sciences pures, après ça les sciences appliquées, bon, etc., les beaux-arts, je pense dans le 900. Et j'ai le sentiment, parce que je demande parfois pour m'amuser, pour investiguer, je demande aux étudiants québécois, là, OK? Connaissez-vous la classification Dewey? Ils me disent non. Je pense que, et pour nos étudiants québécois, pour tous nos étudiants, c'est pas compliqué, la classification Dewey, ça demeure un outil essentiel pour se retrouver dans une bibliothèque en ligne ou à distance. Malheureusement, j'ai le sentiment, je peux me tromper, corrigez-moi si je me trompe. Pour moi, avant même d'aller sur Internet ou avant même d'aller dans la bibliothèque, la classification Dewey, c'est une base pour tout étudiant universitaire. Hein? Pas à cause qu'on a accès en ligne, on a un accès en ligne grandiose, mais nos étudiants, qu'ils soient québécois ou internationaux, doivent développer leur pensée critique, être capables de valider des sources, pas à cause que c'est sur Internet que c'est scientifique. Et je pense qu'un premier pas dans cette direction-là, c'est par l'apprentissage de la classification Dewey. Pour tout le monde. Okay. Merci Chantal. Une autre question. Les étudiants nationaux hésitent à intégrer dans leur équipe de travail les étudiants internationaux nouvellement arrivés, par crainte que cela baisse leur note de travail. Comment les rassurer ou comment être équitable envers tous? Je propose un canevas de travail. Un canevas avec les étapes de réalisation du travail et des dates ou sans que ce soit des dates, parfois des points de contrôle. Hélène, autre chose à ajouter? Ben, essentiellement, c'est une très bonne piste que Mme Asselin vient de nous donner, là, d'avoir comme un plan, juste une planification, de s'assurer aussi, comme enseignant, d'intervenir régulièrement, de vérifier, de faire des... je dis souvent, je donne comme modèle de fournir aux étudiants une espèce de liste de vérification pour savoir où ils sont rendus, tout ça, pour vérifier l'apport de chacun par rapport à l'intégration. Okay. Merci Jean et merci Hélène. Il y a une question. Ça, c'est selon votre expérience, votre vécu en lien avec le sujet traité, en lien avec les étudiants internationaux. Y a-t-il des différences dans le vécu des étudiants internationaux dans les grands centres et régions éloignées? Est-ce que vous avez remarqué des différences? Si oui, lesquelles? Pour ma part, je ne pourrais pas répondre à cette question-là, étant dans la région de Montréal. Ben, moi, je pourrais dire que notre étude, c'est vrai que dans l'étude que nous avons menée à ECOB concernant les étudiants internationaux des cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a pas directement posé cette question, mais on s'est rendu compte que dans les propos des étudiants internationaux, lorsqu'il s'agissait peut-être des questions de racisme, ils prenaient toujours en comparaison à Montréal. Ils disaient souvent qu'à Montréal, c'est
c'est plus diversifié, il y a plusieurs nationalités, ce qui peut rendre le contact un peu plus facile que dans des régions éloignées où la population n'est pas habituée à faire face à cette diversité ethno-culturelle. Donc oui, il peut exister des différences. Si vous pouvez résumer un peu vos présentations, parce qu'il y a une question qui est revenue. Quels sont les défis courants et obstacles, plus spécifiquement que la discrimination pour les étudiants internationaux dans les travaux d'équipe? Les défis et les obstacles. Que les étudiants rencontrent, oui, il y a la discrimination, oui, il y a le rejet. C'est quoi les défis majeurs que les étudiants internationaux rencontrent dans les travaux d'équipe? Les différences que vous avez constatées? Bien, c'est ça, c'est que souvent, certains d'entre eux ne savent pas, par exemple, rédiger une bibliographie. Et souvent, ils vont se retrouver gênés de le dire qu'ils ne savent pas comment faire parce qu'ils vont avoir peur de se faire rejeter, ils vont avoir peur d'avoir l'air maladroit ou maladroite. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est compétences informationnelles, je pense au site de PDCI, de l'UQ, corrigez-moi si je me trompe, là, mais il y a un beau site que l'UQ a fait sur le plan de développement des compétences informationnelles, je crois, PDCI, les compétences rédactionnelles argumentaires, les normes méthodologiques de présentation, les normes de validation des sources. Tout ça, je pense que si on pouvait avoir un genre de guichet unique, par exemple, pour toutes les UQ, où on aurait une genre de plateforme qui aiderait tous les étudiants. Hein, en passant, là, il n'y a pas juste des étudiants, c'est pas seulement les étudiants internationaux qui ont de la difficulté avec les compétences informationnelles. Hein. Je connais plusieurs étudiants québécois qui sont nés, qui ont grandi, qui ont toujours étudié au Québec, qui ont énormément de problèmes avec leurs compétences informationnelles. Ils ne savent pas comment valider des sources. Ils ne reconnaissent pas une source. Pour eux, toutes les sources sur Internet sont scientifiques. Alors, je pense que la plateforme PDCI, là, qui serait obligatoire pour tous les étudiants universitaires dès la première année, à consulter, à faire des exercices pour développer ce qu'on appelle souvent la pensée critique, là, que les étudiants soient internationaux ou québécois. Si cette plateforme-là serait consultée de manière obligatoire par tous les étudiants qui entrent à l'université, on réglerait pas mal de problèmes. Ok, merci Chantal. Ce qui ressort toujours, on parle beaucoup de différences culturelles, la difficulté que l'étudiant a, par exemple, à bien mettre ses sources de recherche, mais aussi cette question aussi de la différence au niveau de l'âge. Je me rappelle lorsqu'on a fait notre étude ici au cégep du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une étudiante qui disait qu'elle était dans un travail d'équipe, mais c'était la plus âgée de l'équipe, et ses camarades qui faisaient des niaiseries, je me permets de cette expression-là, ça la fâchait, ça n'avançait pas, et puis elle avait l'impression de ne pas être dans une équipe digne de ça, qu'elle avait l'impression de ne pas être à sa place. Comment on gère ça, les différences au niveau de l'âge, Karine? Moi, je pense que ce soit des différences d'âge, des différences culturelles, de sexe aussi, hein, garçon, femme. Je pense que si on développe les bons outils d'encadrement et puis qu'on met clairement, qu'on incite les étudiants à clarifier leurs attentes et la manière dont ils voient le travail d'équipe, comment ce travail-là est oui ou non important pour eux. Et c'est une conversation qu'il faut essayer d'encourager les étudiants à avoir. Vous savez, même dans un travail d'équipe, il y a des étudiants qui veulent avoir un A+, puis il y en a pour qui un B- est suffisant. Et puis, je pense qu'on n'a pas à juger de ça. Je pense que les deux sont tout à fait acceptables. Il y a des gens qui ont d'autres priorités.
si vous avez un enfant à la maison, ben, peut-être que vous n'allez pas avoir besoin d'un A+, et puis que vous êtes là pour apprendre avant tout, et puis si vous visez une maîtrise, ben, vous voulez avoir un A+. Puis les deux sont tout à fait acceptables. Le problème, c'est que ces conversations-là ont souvent rarement lieu, et puis on donne pas l'espace aux étudiants d'avoir ce genre de conversation. Et on n'explique pas forcément aux étudiants que il peut y avoir différentes formes d'implication au sein d'une équipe, que c'est pas forcément des implications égales, qu'il peut y avoir des étudiants qui vont, par exemple, avoir des rôles, Hélène en a parlé, des rôles qui vont davantage être tournés vers la tâche, et d'autres qui vont peut-être avoir des rôles qui favorisent le bien-être et la communication au sein de l'équipe, et les deux sont très importants dans une équipe saine, et il faut que toutes les formes de contribution soient valorisées. Alors que ce soit en termes de différence d'âge, en termes de différence de sexe, en termes de différence de culture, il faut instaurer des situations où ces discussions-là peuvent avoir lieu, et où finalement les attentes de chacun sont clairement nommées au début du travail. Et comme ça, dans le contrat de travail, dans les rôles qui sont attribués, dans les tâches, chacun s'engage avec le contrat, et quand le contrat est clairement défini, l'enseignant, lui, finalement, n'intervient plus, et que quand il y a un conflit, ben, il se réfère au contrat pour mentionner aux étudiants, ben voilà les engagements que vous avez pris, et voilà comment vous devriez essayer de tourner vos conflits. Maintenant, je pense que malheureusement, c'est des conversations que les enseignants parfois ont peur d'ouvrir, mais je crois que Hélène l'a mentionné, notre rôle, si on veut vraiment développer les compétences de travailler en équipe, c'est des conversations qu'il faut mettre sur la table exactement comme on le ferait dans un contexte d'emploi. Merci, Karine. Est-ce que Hélène voulait ajouter quelque chose? Non. Il nous reste à peine 7 minutes. On va faire comme un dernier tour de parole. C'est vrai que lorsqu'on parle d'étudiants internationaux, de rapprochement interculturel, de faciliter la participation des étudiants internationaux dans les travaux d'équipe, il n'y a pas de recette miracle. Donc, si vous devez donner un conseil, un dernier commentaire à faire concernant la thématique d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux enseignants, aux participants qui nous écoutent aujourd'hui? Un dernier tour de parole. On va commencer par Hélène. Ben, si j'avais une dernière chose à dire, c'est d'appliquer des règles d'équité. De s'assurer justement, comme enseignant, de donner la place à tous, de favoriser cette place à tous, d'intégrer, de favoriser l'intégration des étudiants internationaux, mais aussi, comme l'ont mentionné Mme Asselin et Karine, d'autres types aussi d'étudiants. Et si j'ai un conseil à donner aussi, c'est de s'assurer, si on veut que ça fonctionne bien, le travail en équipe et l'intégration, que ça fasse partie, entre autres, de nos compétences à développer, de les intégrer bien dans nos objectifs d'apprentissage et d'en expliquer la pertinence aux étudiants. Lorsqu'ils en voient la pertinence, ben, ça va faciliter justement cette intégration-là. Et ne pas oublier qu'on a un rôle, puis je rappelle qu'est-ce que Mme Massin a dit, on est des coachs, les enseignants. Dans le travail en équipe, on est des coachs. Alors, pour bien guider les étudiants, je crois qu'il faut vraiment assumer ce rôle-là, et ça va favoriser, qu'on le veuille ou pas, l'intégration des étudiants internationaux et tous les autres étudiants. Voilà. Merci Hélène. Chantal? Chantal, ton micro? Oui, alors c'est ça. Moi, j'aime beaucoup l'idée de coaching parce que ça me rappelle un peu le sport. Le coach dans le sport, il ne fait pas l'exercice, hein? Il va suivre la patineuse, par exemple. Si je prends, par exemple, le patinage artistique, ça pourrait être le football aussi, là. Je connais mieux le patin que le football. Et puis, il va être sur le bord de la bande de la patinoire, puis il va indiquer à sa patineuse un peu comment faire, et puis lui dire, ben, ce que tu as fait là, c'était excellent. Maintenant, si tu levais ton bras un peu plus haut, tu pourrais davantage tourner rapidement, par exemple, dans les airs.
c'est un peu la même chose en classe, de passer à côté chaque équipe et puis dire, bon, ben, ça va bien ici, il y a peut-être quelque chose que je vois pas, comment ça se passe. J'aime beaucoup l'idée du coaching, Ok. que ce Merci. soit québécois ou international. Merci Chantal. Karine? Moi, je veux juste dire à mes collègues enseignants que je pense que c'est important d'oser d'avoir parfois des conversations qui sont peut-être plus difficiles à avoir, plus délicates. Mais je pense que si on ose et puis qu'on le fait avec bienveillance et puis respect, ça donne vraiment des occasions d'apprentissage exceptionnel. Donc j'encouragerais tous mes collègues à oser ce genre de conversation parce qu'il peut faire une grande différence et avoir beaucoup de répercussions dans l'intégration des étudiants internationaux. Okay. Mais je vous remercie énormément pour votre participation et pour vos réponses. Je redonne la parole à Lucie Charbonneau. Merci Nadège. Je vous remercie également à mon tour. Merci Nadège pour l'animation de ce webinaire. Merci Hélène, Chantal et Karine de vous être bien préparées puis d'avoir partagé vos résultats de recherche, vos pratiques, vos trucs, vos connaissances. Ça a été apprécié par les participants. Merci également aux participants d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui et d'avoir participer très activement au chat, aux questions, aux ressources qui ont été partagées. Comme on l'a dit brièvement dans le chat, tout ce qui a été partagé aujourd'hui va être regroupé dans une page web sur notre site web et ça va vous être envoyé à tous cet après-midi. Vous allez avoir le lien vers cette page web. C'est également à cet endroit-là que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui va être disponible. Évidemment, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à le partager également dans vos équipes, dans vos cégeps, dans vos universités. C'est toujours fort apprécié quand vous nous aidez à faire connaître les ressources développées au CAPRES. Pour une petite pub pour nos prochaines activités, pour ceux qui s'intéressent à la pédagogie, nous allons parler dans le prochain webinaire d'évaluation, qui est également un sujet pédagogique important. On ne parlera pas nécessairement d'évaluation face aux étudiants internationaux. Par contre, on sait que c'est une question qui peut aussi toucher les étudiants internationaux ainsi que tous les étudiants. Bref, ce sera fait en collaboration avec le Conseil supérieur de l'éducation également. Donc, vous recevrez également cette information-là dans les prochains jours par courriel pour pouvoir vous inscrire. Je termine en remerciant à nouveau les panélistes, notre animatrice également. Merci du temps investi, puis merci aux participants. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir de rediscuter avec vous éventuellement. Au revoir.